Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce conseil municipal du 27 avril 2026, 18h03. Donc, déjà, je vous informe sur les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Voilà, je ne sais pas s'il y a de remarques à faire, il n'y en a eu que deux du reste. Donc, la 10 et la 11. S'il n'y a pas de remarques, écoutez, on va passer donc à l'ordre du jour. Et donc nous allons aujourd'hui, il y a le budget et l'élection du président de séance. Donc j'indique à l'Assemblée qu'en application de l'article 21-21-14 du CGCT de la circulaire préfectorale qui va très bien de 2024-01 en date du 31 janvier 2024, le conseil municipal va procéder à l'élection d'un président dans les séances où le compte administratif est débattu. Et donc je vous propose qu'il y ait candidat pour la adjointe Marc Fusa, qu'il soit donc président de séance de ce conseil municipal du 27 avril 2026. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci pour lui. Et Monsieur le Président, je vous laisse donc l'ordre du jour à votre confiance. Merci Monsieur le maire. Bien, on va passer à l'ordre du jour numéro 2, qui est la désignation du secrétaire de séance. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle qu'en application de l'article toujours 21-21-4 du CGCT et en début de chaque de ces séances, le Conseil nomme plusieurs de ses membres pour remplir la fonction de secrétaire. Et donc, qui aujourd'hui voudra bien être notre secrétaire? Ne vous battez pas, Patrick ou Alexandre. Allez, Patrick. Merci, donc ce sera Patrick, notre secrétaire aujourd'hui. Monsieur Patrick Lafitte. Attendre 2 secondes que le document arrive, vous n'allez pas prendre du retard. Dans les écritures. C'est pas là pour Alexandre. Non, mais Alexandre est là demain. Alexandre, demain, c'est bon? Oui. Donc Alexandre. Non. C'est Alexandre. Donc Alexandre Weiss est notre secrétaire de séance. Alors je vais reprendre parce que je suis allé un peu plus vite que la musique. J'ai oublié de demander s'il y avait des excusés ou s'il y avait des pouvoirs. Oui, il y a un pouvoir. Il y a Claire Arsac. À Lucie Babin. Et on excuse pour l'instant Elisabeth qui arrivera un peu plus tard. Et Laurent. Ainsi que Laurent. Et après, il y a Alexandre qui sera rentré dans le feu. Et après, on reprend l'ordre du jour au point 3. On a démarré à 18h3, précisément. Ok, merci. Donc, on reprend l'ordre du jour au point 3. C'est l'approbation du PV de séance du conseil municipal du 2 avril 2026. Donc, monsieur le... C'est marqué, il y a marqué 26. C'est marqué 27. Il y a marqué 27, mais c'est 26. Petite fois, tout sera. Donc, monsieur le maire, vous avez encore la parole. Voilà, et vous avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas sur le dernier PV? Si on n'a pas, on passe à son approbation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 4, approbation du compte de gestion 2025 du budget principal. Sébastien, tu as la parole. Merci. Alors, vous avez tous reçu les pièces du budget. Attends, 2 secondes, pardon. Il y a Laurent qui arrive au point numéro 4. Il prend l'acte pour le point numéro 4. Merci, Donc je reprends. Vous avez tous reçu avant ce conseil les pièces concernant
les comptes de l'exercice 2025 et le budget prédictif 2026. Alors, concernant les comptes de gestion 2025, le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2025, du budget général de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés. Bon, je sais pas, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion adressés par le comptable public assignataire, accompagnés des états de développement des comptes tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le comptable public a repris l'ensemble des écritures, je passe tout le détail, et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre et qu'il a été prescrit de passer dans ces écritures. Donc, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget général de la commune de l'exercice 2025 en ce qui concerne différentes sections budgétaires qu'on a passées donc en revue au comité des finances, statuant sur la compatibilité des valeurs Comptabilité. Comptabilité des valeurs inactives. Donc je propose maintenant de délibérer sur ces comptes 2025. Tu peux lire ce qui est déclaré, s'il te plaît? Oui, pardon. Donc le conseil municipal déclare que les comptes de gestion du budget général de la commune, dressés pour l'exercice 2025 par le comptable public tel qu'annexé, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. J'ai oublié ça. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il vaut mieux commencer par qui s'abstient et Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité, voté, merci. Donc, point 5. Approbation du compte de gestion 2025, budget de la régie chargée de l'exploitation du camping et de la gestion du tourisme. Christine, à la parole. Alors, c'est le même exercice auquel Sébastien vient de se livrer. Donc, vous avez reçu les pièces en annexe. Je vous fais lecture de la déclaration. Le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2025, du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le comptable public assignataire, accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de cet exposé, déclare que le compte de gestion du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières chargées de l'exploitation du camping et de la gestion du tourisme dressé pour l'exercice 2025 par le comptable public tel qu'annexé, visé et certifié conforme par le donateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà. Y a-t-il des abstentions? Et contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Bien. Point 6. Vote du compte administratif 2025 du budget principal. Sébastien, tu as la parole. Merci. Donc le conseil municipal, réuni sous la présence de M. Marc Fusat, délibère le compte administratif 2025.
dressé par Monsieur le maire, après s'être présenté le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré tout au long de l'année. Après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable public pour l'exercice 2025, visé et certifié par l'ordonnateur, comme étant conforme aux écritures de comptabilité administrative, lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. Donc on va se focaliser principalement sur le budget de fonctionnement, le fonctionnement, avec un résultat définitif à 1 895 012,35 €. Pour le budget d'investissement des dépenses à hauteur de 665 148,94 €. Et donc, dans l'ensemble, les résultats définitifs pour 2025 font état d'un total d'1 229 863,41 €. Constate également les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, aux résultats de fonctionnement d'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, au débit et au crédit portés au titre budgétaire aux différents comptes. Et enfin, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Et donc vous avez le détail dans les pièces annexées. Nous pouvons passer au vote. Donc, qui s'abstient? D'abord, je vais sortir. Oui, là, un peu moins pour que le maire en sorte. Bien, maintenant le maire a quitté la salle. On va passer. Passons au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, des questions. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? S'il n'y a rien, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, à l'unanimité. Voter à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire, tu peux revenir. Continue. Et il faut que tu repartes dans le temps. Oui, Là, aujourd'hui, il fait un peu de marche. c'est un sportif. Bonsoir. Bien, donc le budget a été voté à l'unanimité. Point 7. Le vote du code administratif 2025 du budget annexe régie. Sébastien, tu as... Non, c'est moi. Ah oui, c'est Oui, c'est l'erreur. Ça m'étonne que tu es le camping d'ailleurs. Christine, on t'en prie. Donc, le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Marc Fusat, premier adjoint, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2025 dressé par M. Jean-Christophe Carré, maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable public pour l'exercice 2025, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. Donc vous avez dans le tableau la section exploitation, donc en dépenses 658 758,81, en recettes 697 025,04, donc un résultat définitif de plus 38 266,23. Donc, constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat du fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes. Et enfin, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Est-ce qu'il faut que M. le maire sorte pour le vote là? S'il te plaît, monsieur le maire, un petit peu d'exercice. Bien, merci. Donc on va pouvoir passer, Christine. Oui, alors est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Sinon, on passe au vote. Allez. Donc, y a-t-il des abstentions? Les contre? Merci. À l'unanimité. Parfait, merci. Monsieur le maire, tu peux revenir. Point 8. Affectation du résultat. On va attendre que monsieur le maire soit. On vient quand même. Je trouve que. Vas-y. Alors, plus ça va, plus tu vas loin.
Donc, point 8, affectation du résultat 2025 du budget principal. Sébastien, ce coup-ci, c'est à toi. Alors, je rappelle aux membres présents du conseil municipal l'un des principes d'une instruction budgétaire et comptable M57 que la commune applique depuis le 1er janvier 2023. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer pour partie les dépenses de la section d'investissement. L'exécution budgétaire de virement n'intervient qu'après constatation au compte administratif d'un excédent de fonctionnement au moins égal à l'autofinancement prévu. La section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution déficitaire correspondant aux besoins de financement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement en report. L'exécution de l'autofinancement s'effectue au vu de la délibération de l'Assemblée affectant le résultat. Donc pour le budget général de la commune, la section de fonctionnement présente un excédent de clôture à la fin de l'exercice 2025 de 1 895 012 € et 35 centimes. La section d'investissement et le solde des restes à réaliser présente à fin 2025 un solde d'exécution déficitaire faisant apparaître un besoin de financement à hauteur de 665 148 € et 94 centimes. En conséquence, je propose d'affecter sur l'exercice 2026 ce résultat de la façon suivante. 665 148 € 94 centimes en besoin de financement de la section d'investissement par émission d'un titre de recette à l'article 1068 et 1 229 863 € et 41 centimes reportés en excédent de fonctionnement, donc ING R002 sur les documents annexés. Voilà, donc je propose de passer au vote. Pardon ? Je demandais si Non, il faut rester. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bon. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Votez à l'unanimité. Merci. Point suivant. Parfait, merci. Point 9. Affectation du résultat de 2025, budget régie en charge de l'exploitation du camping et de la gestion du tourisme. Christine, tu as la parole. Oui. Je rappelle aux membres présents du conseil municipal l'un des principes de l'instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, soit à la régie à 5 autonomie financière chargée de gérer l'exploitation du camping municipal Les Romarins et de l'office de tourisme. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer pour partie les dépenses de la section d'investissement. L'exécution budgétaire du virement n'intervient qu'après constatation au compte administratif d'un excédent d'exploitation au moins égal à l'autofinancement prévu. La section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution déficitaire correspondant aux besoins de financement. Je précise d'une part que le budget annexe de la régie à 5 autonomie financière ne présente pas cette année de besoin de financement de la section d'investissement et que d'autre part, sa section d'exploitation présente un excédent de clôture au terme de l'exercice 2025 de 38 226,23 €. Je propose dès lors d'affecter ce résultat de la manière suivante. 38 226,23 € intégralement reportés en excédent d'exploitation sur l'exercice 2026 du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières chargée de l'exploitation du camping municipal des Romarins, c'est la ligne R002. Donc, le conseil municipal, eh bien, je vous propose d'approuver l'affectation du résultat tel que proposé. Et je dois vous apporter une précision. Dans le courant de l'exercice 2026, la part du résultat d'exploitation cumulée générée par le service public administratif, c'est-à-dire l'office de tourisme, au 31/12/2025, depuis l'intégration de l'activité tourisme à la régie, sera identifiée et reviendra à la commune. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous écoute. Alors, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Je vous remercie. À l'unanimité. Point 10. Octroi d'une subvention de fonctionnement l'année 2026 à la régie chargée de la gestion de la compétence tourisme dans la gestion d'un office de tourisme. Christine, tu as toujours la parole. Oui.
Je rappelle aux membres présents du conseil municipal que la gestion de la compétence tourisme, dont la gestion d'un office de tourisme, a fait l'objet de la création d'une régie dotée de la simple autonomie financière par délibération numéro 2026-04-02-08 du 2 avril 2026. Je propose que la commune puisse verser une subvention à la dite régie dotée d'un budget annexe dont l'objet est d'équilibrer financièrement l'activité tourisme qui constitue un service public administratif en fonction de ses dépenses, notamment en matière de frais de personnel et de ses recettes prévisibles. J'indique que pour l'année 2026, il est proposé que soit versée au budget annexe de la régie une subvention de fonctionnement d'un montant de 187 000 €. Donc je vous propose d'attribuer cette subvention de fonctionnement à la régie. Je vous indique que les crédits nécessaires à ce versement sont inscrits au budget primitif de la commune à l'article 657 36 211 et vous demande de donner au maire toute délégation pour l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des abstentions, des contre? 4 contre. Pour la bonne raison que... Ah, pardon. Ouais. Quelqu'un prend la parole? Oui, je prends la parole. Entendu. Oui, il y a 4 votes contre, puisque le compte administratif ne montre pas une activité vraiment rentable, puisque... On t'entend pas. Je vais parler plus On fort. t'entend pas. Je vais parler plus fort. Donc, en dépit de mes faiblesses en comptabilité publique, il me semble que sans le report, le camping serait en déficit annuel de 29 000 €, et sans la subvention d'exploitation des 155 000, l'équilibre sera encore plus important. Et donc, vous proposez d'augmenter la subvention à 187 000. Donc, moi, je trouve que le montant augmente de façon significative, et malgré la séparation des deux entités juridiques, on se retrouve toujours à payer le camping avec les impôts des Maussanais, et pour moi le camping est en déficit de 29 000 €. Maintenant, il est possible que je ne comprenne pas les lignes. Je vais te répondre. Déjà, premièrement, je suis étonnée qu'il y ait 4 contre, puisque en conseil d'exploitation de la régie du camping et du tourisme, les 2 membres de la commission ont voté pour. Donc je pense que c'est assez curieux qu'aujourd'hui ils votent contre. Disons qu'on a eu les documents qu'on n'avait pas au moment de la commission. Quand on a fait le conseil d'exploitation, on a eu vraiment le détail du compte, de tous les documents, et on a passé 2 heures facilement à discuter. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu entre-temps une fulgurance qui ait permis... Peut-être que c'est mon cerveau qui avait besoin de cette fulgurance. Quant à la subvention, la subvention, elle n'est pas attribuée au camping. Comme le montre le titre, elle est attribuée à la gestion du service public administratif du tourisme. Oui. Donc il n'y a pas de subvention apportée au camping à hauteur de 187 000 €. Là, c'est l'Office du tourisme qui perçoit cette subvention de fonctionnement. Et non le camping. Et l'Office du tourisme a besoin de 180 000 € pour fonctionner. En fait, le budget de l'Office de tourisme, c'est 202 000 € pour gérer l'Office de tourisme de Moissin-les-Appuis. Ça, grosso modo, ça a toujours été. C'est 202 000 € jusqu'à l'année dernière. En fait, nous, on donnait une subvention de 155 000, et la différence pour gérer cet office de tourisme, le 30 000 qui manque, pour arriver à 187, en fait, c'était les excédents, ou bien au contraire, c'était le bénéfice des recettes du camping qui les mettait. Donc il n'y avait que besoin de 155 000. Maintenant qu'on a vraiment deux comptabilités vraiment distinctes, c'est-à-dire que maintenant le camping ne peut vivre que de lui-même sans subvention, sans rien, ce qui a toujours été le cas. Donc ça, lui, maintenant, il est tout seul. Et l'office de tourisme, bien, lui, maintenant, il n'a plus, entre guillemets, un peu les recettes du camping. Donc il doit être assumé en totalité par le budget général de la commune. D'où effectivement l'augmentation de la subvention qui est de 187 000. Maintenant, si elle a augmenté, c'est parce que avant, c'est pas parce qu'on fait plus ou ça coûte plus cher, c'est parce qu'avant elle était en fait compensée par les excédents du camping. Donc en fait c'est un peu tout l'inverse. Bon, après, comme il y a deux comptabilités, comme vous le savez, de toute façon, après la gestion
de l'Office de tourisme passe par la communauté de communes, mais les 5 agents, les agents qui y sont à l'heure actuelle et qui sont sur l'Office de tourisme, et le budget total nous coûte bien 200 ou 2000 euros. Hein, 200 ou 2000 euros. C'est le budget qui sera soumis au vote tout à l'heure. C'est ça, soumis au vote tout à l'heure. Donc le 200 000, et là il n'y a pas de recette, hein, à part les professionnels qui participent à hauteur de 15 000 euros à peu près chaque année. Donc la différence, c'est obligatoirement maintenant la commune, et rien que la commune, et simplement la commune. Ça ne peut plus être discrètement. Évidemment, c'était pas. Alors, les recettes générées par le tourisme, elles ne vont malheureusement pas au service public administratif, qui ne peut pas les percevoir, à savoir la taxe de séjour, 143 000 euros, et en moyenne 500 000 euros de droits de mutation annuels qui vont directement au budget général de la commune. Voilà, pour mémoire. Bon, Donc, alors, on prend acte donc de 4 comptes, malgré un vote à l'unanimité. Oui, donc vous excuserez notre incohérence. Donc, Elisabeth vient de nous rejoindre pour le point, à partir du point 11, participation au vote pour le conseil municipal. Donc, pour le point 11, c'est octroi d'une subvention de fonctionnement de 2026 au CCAS. Henri, tu as la parole. Bon, j'ai pas pris le micro. On va se taire. Je rappelle aux membres présents du conseil municipal que chaque année, la commune verse au centre communal d'action sociale de Monstant-les-Alpes, CCAS, une subvention dont l'objet est d'équilibrer financièrement le fonctionnement de cet établissement public local en fonction de ses dépenses et de ses recettes prévisibles. J'ai dit que pour l'année 2026, il est souhaitable que soit versé au CCAS une subvention de fonctionnement d'un montant de 31 000 euros. Je précise que cette subvention permettra au CCAS de prendre en charge notamment l'assistance technique et juridique de l'intervenante qui effectue de façon hebdomadaire une permanence à l'hôtel de ville en matière de politique sociale, ainsi que les dépenses liées aux festivités organisées à l'endroit de nos aînés en fin d'année. Voilà, donc je vous propose d'affecter ces 31 000 euros au CCAS, et je vous indique que ces crédits nécessaires à ce versement sont inscrits au budget primitif de la commune à l'article 657 363. Voilà, s'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Je vous remercie. Bien, merci. Point 12. Le vote du taux de contribution directe locale. Sébastien, tu as la parole. Alors, pardon, je rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 16 de la loi de finances 2020, les parts communales et départementales de taxes foncières sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes depuis 2021 en compensation de la perte de taxes d'habitation sur résidence principale. J'indique par ailleurs à l'Assemblée que depuis 2023, les communes retrouvent le pouvoir de voter le taux de taxe d'habitation qui s'applique dorénavant aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je rappelle que le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est depuis 2021 majoré du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est donc proposé aujourd'hui aux membres présents du conseil municipal, après étude de la commission finances et développement économique, de maintenir les taux adoptés depuis 2022 pour l'année 2026, soit sur la taxe foncière pour le bâti, 30,6%, taxe foncière non bâtie, 39,58%, le taux de taxe d'habitation sur résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, 12,68%. Je rappelle par ailleurs que par délibération 2023-09-26-25 du 26 septembre 2023, le conseil municipal a décidé de majorer à hauteur de 60% la part revenant à la commune de la cotisation de taxe d'habitation sur résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je précise que cette majoration est effective depuis le 1er janvier 2024. Voilà, donc
Le conseil municipal décide de voter les taux des contributions directes tels que proposés il y a quelques instants et donne tout pouvoir à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, on va passer au vote. Là, si on comprend bien, on reste à 60% de majoration pour Oui. la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de changement par rapport Oui, à... il n'y a pas de changement. Il y a pas de changement. Donc, passons au vote. Qui s'abstient? Non. Qui est contre? Voilà. 3, 4? 4. 4 contre. On estime que le passage de 30 à 60% ne rapporte pas énormément, juste 100 000 €. Donc, on trouve que c'est dérisoire. C'est dérisoire. 170 millions. Pardon 170 millions. C'était 100 000 €, il me semble. Non, 160, je crois que 160. Et 60% rapporte 160 Non, millions. mais de passer à 30 à 60. Non, il n'y avait pas de 30, parce qu'en fait, l'État nous a donné la possibilité, ça peut passer de 5% à 60%, avant il n'existait pas, donc on Oui. n'était pas à 30%. Et donc nous on a passé directement à 60%, ce qui nous a fait une recette supplémentaire. Mais si on passait à 30%. 160 millions. Ah mais ça je sais pas, Ah, ben voilà. ça, nous c'était pas notre choix. Il me semble qu'on en avait discuté en préparation et voilà, il y a 198 000 € pour 60%. Ouais, Je croyais qu'on avait dit que ça faisait la moitié Ouais, qu'on ouais, avait ouais. discuté, c'est ce qu'on Ouais, avait ouais. discuté. Ouais. Donc 100 000 € si on passe à 30%. C'est ce qu'on avait discuté. Moi, j'ai une remarque également, c'est Oui. que la taxe d'habitation ne concerne sur les résidences secondaires ne concerne pas que les propriétaires des masses qui habitent dans des grandes propriétés, mais également des moussanais ou des gens qui ont acheté ici sur Mossane, qui possèdent ou qui ont acheté des petites maisons, qui n'ont pas forcément des gros revenus. Et je trouve que l'augmentation de la taxe d'habitation peut être pénalisante en fonction des classes sociales. Voilà. Alors en moyenne, ce qu'il faut savoir aussi, non, je comprends. Voilà, c'est. Tout à fait. Mais juste ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grosso modo, la taxe d'habitation en moyenne sur Mossane-Zelpi, c'est 650 €. Hein. Donc 6 fois 6,36, ça a pris 360 € par an pour avoir une résidence secondaire. C'est vraiment une résidence principale. Donc même si elle est petite et tout, je comprends, hein, je reviens pas dessus. Mais bon, voilà, c'est pas non plus les sommes dont on avait dit Mossane-Zelpi. Surtout si derrière on loue un peu, en général c'est très vite. Mais pour ceux qui ne louent pas, je comprends tout à fait. passer de 600 à 900 €, c'est. Voilà. Merci. Très bien. Donc le vote a été fait, il y a 4 personnes. Alexandre, le vote est achevé. Parfait. Donc, point 13. Point 13, donc... Information présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Sébastien, tu as la parole. Merci. Donc, je vous indique que conformément à l'article L 2123-24-1-1 du CGCT, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libérées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat, au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie, ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés, et d'autre part au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseils municipaux avant l'examen du budget de la commune que nous verrons juste après. Donc je vous invite à regarder le tableau qui ne sera pas suivi d'un vote puisque, comme je le disais, c'est juste une information. Bien. On peut faire des commentaires ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a un petit problème non? Pas du tout. Ah, d'accord. J'avais cru. Donc, par rapport au montant, nous avons plutôt l'impression qu'il résulte d'un choix politique de répartition interne de l'enveloppe indemnitaire globale et pas de l'application des 50% puisqu'on est station de tourisme. Donc, on considère que cette orientation n'est ni prioritaire ni justifiée dans le contexte actuel. Voilà. Donc, par là, c'est pas soumis à approbation, donc on n'est pas d'accord avec ça. Juste dans la discussion, Oui. En fait, sur le municipal, on prend un peu plus de 80% de l'enveloppe, on ne prend pas la totalité.
Pour une commune comme Mossane et Zakic, les stations classées qui donc effectivement en plus un surplus si elles le désirent. Si vous regardez toutes les communes autour, sans et sur leur choix, et ils ont raison, vous verrez que c'est beaucoup plus que les 890 € 02 pour le maire. Ouais. Après, nous, c'est un choix entre le maire, ses adjoints et ses délégués, où on se répartit 80% de l'enveloppe. Voilà. Je tiens à préciser aussi, c'est important, si j'ai droit aussi 3 000 à 4 000 € à peu près de frais de représentation. Vous avez dû voir sur la ligne budgétaire. Moi, je prends zéro. C'est-à-dire que quand je reçois des personnalités, si on va au restaurant, ou si je vais aller au restaurant, ou si quoi que ce soit, ou si je vais à Marseille, l'autoroute, le parking et tout ce qui s'ensuit, c'est avec donc mes deniers, avec donc mon indemnité. Je tiens à préciser quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne profite pas de ce que je pourrais avoir en plus et en totalité en fait, ça répartit. Voilà, Oui, après moi c'était juste c'était par rapport à la rémunération, je ne sais pas si ça s'appelle rémunération, des conseillers municipaux qui sont titulaires d'une délégation. En fait, j'ai pas trouvé le texte qui dit qu'on peut majorer de 50% quand on est une station de tourisme. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on pouvait majorer de 25%, a priori, sauf erreur de ma part ou de copilote. Par contre, après, vous restez dans une enveloppe indemnitaire globale, donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'un conseiller municipal qui normalement est à peu près à 6%, qui pourrait être augmenté de 25%, donc on serait à 7,5%. Et donc là, un conseiller municipal titulaire d'une délégation, il arriverait à 14% de rémunération, sauf erreur de ma part. Voilà. Ouais, je sais pas. Après, au niveau de la CCBBA, on a pris 100% de l'enveloppe, juste pour l'info, et du reste, vous avez voté pour. La CCBBA. Ah mais on n'a pas de problème, moi je parlais juste par rapport au... Je te dis aussi la CCBBA, parce que en tant que maire, je touche à la fois les 20 805, c'est le montant brut dont j'ai perçu en 2025, à la fois en tant que maire, et il y a aussi la communauté de communes, et là on a revoté les taux, et là il n'y a pas eu de souci, vous étiez là. C'est juste pour dire, et on prend 100% de l'enveloppe là. Bien, donc ceci étant dit, on va passer au point 14. Le vote du budget primitif 2026, budget principal. D'accord. Ok. Donc Sébastien, tu as de nouveau la parole. Oui, donc vous avez tous reçu les pièces en annexe. Donc je présente donc le budget primitif, le budget primitif du budget général de la commune, tel que travaille en commission des finances à l'occasion des différentes réunions. Je propose de procéder au vote du budget primitif du budget général de la commune. Vu l'avis de la commission de finances et de développement économique, vu l'envoi du projet de budget aux membres du conseil municipal le 15 avril, en exécution de l'article L 5217-10-4 du CGCT, approuve le budget primitif de l'exercice 2026 par chapitre du budget général de commune qui s'équilibre de la façon suivante. Donc, en total de la section de fonctionnement, nous avons des dépenses à hauteur de 5 555 000 112 euros et 11 centimes. Et bien sûr, le budget doit être équilibré. Donc, en face, nous avons le même montant en recettes, c'est-à-dire 5 555 112 euros et 11 centimes. Et pour la section d'investissement, 4 962 066 euros et 6 centimes en dépenses comme en recettes. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? 4 contre. 4 contre. Ok. Donc, projet de budget primitif voté à la majorité, sachant que ce budget sera modifié au cours de l'année. Si nécessaire. Voilà, donc point 15. Vote du budget primitif 2026. Budget annexe régie chargée de l'exploitation du camping Les Romarins. Christine, tu as la parole. Oui, alors je vous présente le budget primitif du budget annexe de la régie à simple autonomie financière chargée de gérer l'exploitation du camping municipal Les Romarins établi pour l'exercice 2026. Je vous propose de procéder au vote de ce budget primitif par chapitre. Donc, vu l'envoi du projet de budget aux membres du conseil municipal le 15 avril dernier,
en exécution de l'article L5217-10-4 du CGCT, vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de la régie susvisée, je vous demande donc d'approuver le budget primitif de l'exercice 2026 du budget annexe de la régie à simple autonomie financière chargée de l'exploitation du camping, qui s'équilibre de la façon suivante. Alors, le total de la section d'exploitation en dépenses 518 260,85 €, avec son pendant en recette 518 260,85 €, et le total de la section d'investissement 15 000 en dépenses et 15 000 en recettes. Je propose de passer au vote. Une petite question, dans le budget, je ne sais plus. Parle plus fort parce que d'ici. Oui, je disais, dans le budget, est-ce qu'il y a des liens avec l'Office du tourisme par rapport au compte, avec un compte prorata par rapport à des dépenses là-dedans ou non? Non. Alors, le budget camping est à 100% autonome. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, point 16, vote du budget primitif de l'exercice 2026, budget annexe de la régie à simple autonomie financière chargée de la gestion du tourisme et de l'office du tourisme. Christine, tu as la parole. Je vous présente donc le budget primitif du budget annexe de la régie à simple autonomie financière chargée de la gestion de la compétence tourisme, dont la gestion de l'office du tourisme, proposé pour avis au conseil d'exploitation de la régie en séance du 21 avril et établi pour l'exercice 2026. Bon, ben donc, c'est ce qu'on a vu, on a scindé maintenant les régies, et ce qui fait que ça nous permet d'avoir le coût réel d'exploitation du tourisme. On a vu l'envoi du projet de budget aux membres du conseil municipal le 15 avril en exécution de l'article du CGCT L5217-10-4, vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de la régie à simple autonomie financière chargée de la gestion du tourisme et de l'office du tourisme, je vous propose d'approuver le budget primitif de l'exercice 2026 de la dite régie, qui s'équilibre de la façon suivante. Donc on a en total en section d'exploitation en dépenses 202 000, en recettes 202 000, en section d'investissement on a rien. Voilà. Donc, oui, cette régie, elle est amenée ensuite à s'éteindre une fois que le transfert sera effectivement établi et possible avec la CCBA. Allez. Passe le vote. Ouais. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Oui, contre. Sachant que l'année prochaine, puisque les deux, enfin le transfert sera effectué, il n'y aura aucune raison qu'on s'oppose à ce montage et adopté. Et je souligne juste que les deux sur les 4 qui votent contre ont voté pour également en réunion préalable le 21 avril. On peut avoir étudié les documents et changer d'avis. C'est ça. Donc on va passer au point 17. Pardon, je n'ai pas entendu. On va passer au point 17. Ah bon, d'accord. Merci. Qui est la désignation déléguée de la commune au syndicat mixte à la carte du conservatoire de musique du Pays d'Arles. Dominique, tu as la parole là. Alors, je rappelle à l'Assemblée que le syndicat mixte à la carte du conservatoire de musique du Pays d'Arles a pour compétence la gestion du personnel d'enseignement musical nécessaire à l'organisation d'un enseignement spécialisé et de la musique au sein du conservatoire de musique du Pays d'Arles. Ce syndicat dispense un enseignement musical aux élèves du groupe scolaire Charles Piquet et développe un projet pédagogique axé sur l'enseignement, l'éducation musicale et l'action culturelle. Donc, je rappelle également que lors de notre conseil du 12 juillet 2018, la commune a décidé d'adhérer au syndicat mixte à la carte du conservatoire de musique du Pays d'Arles. Donc, compte tenu des élections municipales du 15 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L5212-4
fasse à main levée. Oui. Merci. Je finis Voilà. donc Mais je l'ai vu, j'étais un peu de Nancy. au conseil municipal les désignations suivantes. Donc moi-même en qualité de délégué titulaire et Sylvie Colorida en qualité de délégué suppléant. Voilà, donc on va passer au vote donc, à main levée. Donc, qui a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Parfait, merci. Donc, point 18. Désignation des représentants de la commune à l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Le rapporteur, c'est moi-même. Donc, je rappelle à l'Assemblée les actions menées par l'association départementale des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Je précise que cette association départementale permet d'échanger des informations, de mettre en œuvre des actions communes et d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics, en particulier au niveau départemental, pour tout ce qui concerne la défense et la mise en valeur de la forêt, d'organiser des sessions de formation, de coordonner les actions, de promouvoir la gestion durable de la forêt et de répondre aux questions forestières adhérentes. Je rappelle que la commune adhère à cette association et que suite aux élections municipales de mars dernier, il y a lieu de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Donc, on va faire pareil. Si vous en êtes d'accord, on va désigner les personnes et on fait le vote à main levée. Si tout le monde en est d'accord? Oui. Ok. Donc, en tant que titulaire, je me propose en tant que titulaire et je propose Laurent Jugaret en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui sont... Eh bien, c'est parfait. Merci pour nous. Il ne reste plus qu'à bosser. Point 19. Conseil de la maison de santé pluridisciplinaire de Moussac-les-Alpilles. Modification du règlement de fonctionnement et désignation des membres des collèges des professionnels de santé et des usagers. Dominique, tu as la parole. Voilà, je rappelle à l'Assemblée que le règlement intérieur de la maison de santé prévoit dans son article 4-4 la constitution d'un conseil de maison composé de représentants de la commune, de représentants des professionnels de santé et de représentants des usagers. Il laisse par ailleurs le soin à une délibération du conseil municipal d'en fixer les conditions de fonctionnement. Le conseil de maison a pour vocation de créer un cadre formel de discussion et d'échange entre les représentants des trois collèges susvisés. Ces actions convergeront vers la co-constitution des actions avec les usagers, les impliquer dans la gouvernance pour recueillir leur avis et attentes. Le conseil de maison est par ailleurs l'instance chargée d'évaluer la satisfaction et les besoins exprimés par les patients. Il assure la place de la maison de santé comme maillon de la mise en œuvre de la politique sociale de la commune à travers la participation dans le collège des élus délégués à l'action sociale. Je rappelle que par délibération numéro 2024-01 du 22 voilà, du 22 janvier 2024, celui-ci a été créé et doté d'un règlement de fonctionnement et ses membres ont été désignés. Je propose ce jour de substituer au conseil de maison un comité des usagers et par conséquent de le doter d'un nouveau règlement de fonctionnement et de procéder à une nouvelle désignation des représentants des professionnels de santé et des usagers. Donc voilà, on propose de supprimer le conseil de maison pour y substituer un comité des usagers, d'approuver le règlement de fonctionnement du comité des usagers tel qu'annexé à la présente délibération, de désigner pour y siéger en qualité de représentant des professionnels de santé le docteur Paul Grandjean pour les généralistes, le docteur Guillaume Cham pour les spécialistes et Laura Julien pour les paramédicaux. De désigner donc pour y siéger en qualité de représentant des usagers Catherine Pinault, Marie-Claude Calil, Laurent Geneté, et de donner tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Parfait. Donc, point V. Fixation du tarif du camping municipal. Christine, tu as la parole.
Je rappelle à l'Assemblée qu'il convient de fixer les tarifs du camping municipal selon la proposition en annexe et ce à compter du 1er mai 2026. Les évolutions prévues prennent en compte les évolutions de certains coûts de fonctionnement dans la mesure où le service doit être financé par les redevances perçues auprès des usagers. Donc vous avez les tarifs en index, donc vu la proposition du tarif applicable à l'exploitation du camping municipal du Marin, tel qu'annexé à la présente délibération, je vous propose d'approuver la grille de tarifs applicable à l'exploitation du camping. Je précise que la présente délibération porte à violation de toute délibération intervenue précédemment en matière de fixation de la tarification du camping municipal, et ce à compter du 1er mai. Et donc, rassurer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Juste une petite question. Les tarifs ont augmenté de combien de pourcents? Enfin, je ne me suis pas amusé à calculer, c'est... L'inflation. Ouais, ça dépend des périodes en plus. Okay. Il y a des périodes où on ne touche pas ou très très peu, et des périodes où on touche un peu, mais il y a plus. En tout cas, pour être toujours cohérent par rapport aux autres campings de même catégorie dans le secteur. Et pas être en dessous. Bien, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Les contre? Non. Merci à l'unanimité. Bien. Point 21. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Lycée, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, monsieur le maire. Donc, j'informe l'Assemblée que, conformément à l'article 21-21-8 du CGCT, le règlement intérieur est obligatoire pour toutes les communes de 1000 habitants et plus depuis la loi du 7 août 2015. Il doit être établi dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Je précise qu'il s'agit d'une compétence exclusive du conseil municipal qui a la seule qualité pour l'adopter. Donc, en fait, c'est exactement le même que était voté il y a 6 ans. Donc voilà, on n'a rien changé, vous avez vu, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. S'il n'y en a pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 22. Droit à la formation des élus. Monsieur le maire, faut-il... Merci. Donc alors, considérant que dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal est appelé à délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Considérant que par ailleurs le montant prévisionnel des dépenses de formation des élus ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, sans que le montant réel des dépenses de formation ne puisse excéder 20% du même montant. Ce que je peux vous dire aussi là-dessus, je précise que les crédits relatifs aux dépenses de formation n'auront pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ont été inscrits, seront affectés en totalité au budget de l'exercice suivant sans pouvoir être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle interviendra le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Je précise que les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministre des collectivités territoriales ou par l'ATD, par l'agence technique départementale 13, son 28, on adhère à l'ATD 13, et que la prise en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande préalable de remboursement précisant l'objet de la formation, l'adéquation avec les fonctions collectives exercées pour le compte de la collectivité ainsi qu'à la fourniture d'un état des justificatifs de dépenses. Donc vous avez pu voir, il y a régulièrement en fait avec l'ATD, l'agence technique départementale 13, des formations que vous avez pu voir, voilà, et dont vous pouvez vous inscrire, c'est une bonne chose. Voilà, donc c'était en plus l'ATD 13 et très bien, ils font des très bonnes formations. S'il n'y a pas de questions ou de remarques là-dessus, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Merci. Point 23. Création d'un emploi gestionnaire, comptabilité, finance. Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle au Conseil municipal que conformément à l'article 313-1 du Code général des collectivités, les emplois de chaque collectivité établissement sont créés par organe délibérant de la collectivité. Alors je suppose qu'il est nécessaire de créer un emploi permanent à
complet de gestionnaire compte à finance compte tenu de l'accroissement continu de la charge de travail dans ce domaine pour lequel la commune ne dispose à ce jour que d'un agent qui par ailleurs a en charge la paie. Il précise que l'agent recruté, aura pour mission en binôme avec l'agent actuel en poste des tâches suivantes: assurer la tenue de la gestion des comptes de la commune, tenue de la comptabilité générale de la commune, y compris des régimes d'opération de la commune, réalisation de la paie en cas d'absence de l'agent comptable en poste, création des dossiers de demande de subvention et suivi, création des tableaux de bord, gestion proactive des finances, édition du budget annuel de fonctionnement et d'investissement, et de toute modification en collaboration avec le maire, le finance et le directeur général du service, suivi financier des marchés publics, suivi des dépenses et des recettes de la commune, gestion des engagements comptables, réception et paiement des factures sur Corus, gestion des régies de la commune, relations avec les fournisseurs, suivi financier et comptable des baux de la commune. Je précise enfin que cet emploi aura la catégorie C, cadre d'emploi des adjoints administratifs. Cet emploi à vocation à être rempli par un fonctionnaire recruté sur les grades d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif principal deuxième classe ou d'adjoint administratif principal première classe. Et le cas échéant, il pourra aller recruter un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux conditions fixées à l'article L312-14 du Code général de la fonction publique. Donc voilà, c'est pour épauler notre Gérald qui déjà depuis un temps certain est en surcharge de travail au niveau de la comptabilité de notre commune. S'il n'y a pas de questions ou des remarques, on passe au vote. Monsieur Roux a réussi à vous travailler. C'est un gros sujet. Je vois que il y avait plusieurs messages et c'était des grands messages. On va pas J'ai calculé. Pas si ça, il y en a. J'ai calculé, ne s'est pas surpris. Une des bières comme ce type par contre. non. Bon, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Qui s'abstiennent? Merci pour Gérald. Bien, point 24, renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Sébastien, tu as la parole. J'indique que l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs, CCID, présidée par le maire ou par l'agent délégué. La commission communale des impôts directs a un rôle essentiellement consultatif, ainsi elle donne son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumises. Elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles à la matière imposable dans la commune. La commission communale des impôts directs est composée dans les communes de plus de 2000 habitants par le maire ou l'adjoint délégué, président, 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Je précise que les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. La nomination des commissaires est faite par le directeur des services fiscaux à partir de la liste des contribuables dressée par le conseil municipal dans les 2 mois suivant le renouvellement des conseillers municipaux. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Nous proposons à monsieur le directeur des services fiscaux une liste de présentation comportant 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants. Donc vous avez la liste des personnes dans le document. Les impôts choisiront donc 8 titulaires et 8 suppléants. Donc nous donnons tout pouvoir à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc si vous êtes d'accord avec la liste proposée, nous pouvons passer au vote. Ils vont faire quoi ces commissaires exactement? Je ne sais plus si c'était dit. alors en fait, il y a un état qui est fait chaque année, c'est une fois par an. Une fois par an. En fait, tout dans la zone urbaine, il y a l'école. Les zones agricoles et tout. On étudie, en fait, cette commission étudie si les hébergements que les impôts ont correspondent bien à ce que c'est déclaré. Voilà. Et donc il y a des catégories de 1 à 8
fait, nous, ça va de 3 à 6. Et surtout, c'est 4, 3-4, selon le degré d'impôt, l'assiette d'impôt. Qui est par exemple pas de commerce dans une habitation normalement. C'est ça, Non, c'est pas ça. C'est par exemple, si par exemple l'administration fiscale va dire tiens, nous on voit, parce que maintenant ils ont les points, on voit une piscine, mais nous, de déclarer, elle n'est pas. Donc, est-ce que vous connaissez pas, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Pour nous, il y a une piscine. Donc, voilà. Donc, ben oui, il y a une piscine. Bon, ben ok, on note. Donc, voilà, pour régulariser. Ou le degré, un hébergement d'une catégorie en dessous a été vendu et devient un masse de très haute qualité, quoi. Voilà. Donc, pour les services fiscaux, ça change ça change de catégorie. Il va passer par exemple de la catégorie 4 à la catégorie 3 ou 2, 3, voilà. Comme ça. Et des fois, à l'inverse aussi, un logement non occupé. Non occupé, la situation fiscale, c'est bizarre parce que pour moi, il est en catégorie 3, donc il est quand même, alors a priori, quand même, pour moi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas. Vous trouvez ça normal? Alors nous, on va dire, bah non, c'est normal, donc il faut le rebaisser, par exemple, en 5. Alors c'est vrai que ça date aussi, c'est un peu une réforme qui doit être faite depuis des années, des décennies par les services fiscaux, parce qu'à la base, c'est si vous avez une baignoire, c'est bien, vous voyez, ça date de 1970. Donc c'est un truc qui date, c'est un peu c'est le nombre de pièces, c'est des trucs qui n'existent. Je veux dire, maintenant de nos jours, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que ces commissions existent. Elles existent à la fois au niveau local et au niveau donc voilà. Donc une fois par an, elle se réunit à la demande des services fiscaux. D'accord. Il y a des gens qui doivent connaître un peu le terrain, et voilà, mais de toute façon, en général, c'est très appuyé. Maintenant, grâce à l'IA et à tout, croyez-moi que maintenant, voilà. Maintenant, il y avait les gros qui Bon, passons au vote. On a voté, non? Non, pas encore. Donc, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est contre? Donc, votez à l'unanimité, merci. Donc, point 25. Approbation d'une convention commune, association Saint-Éloi, organisation atelier blé en périscolaire. Sylvie, tu as la parole. Je fais part à l'Assemblée de la demande reçue de l'association Société Saint-Éloi, représentée par son président, M. Stéphane Moucanel, qui sollicite la commune afin de pouvoir organiser un atelier de confection de bouquets de blé pendant le temps périscolaire, le vendredi 12 juin 2026, en lien avec les festivités organisées par cette association. Je précise que ce projet d'animation basé sur la transmission de la culture des traditions est conforme au statut de l'association et que l'activité proposée répond aux attentes de la commune en termes d'amélioration et d'enrichissement des activités du temps périscolaire. J'indique qu'il convient de matérialiser cette action par une convention définissant les termes de la mise en place de ces ateliers durant le temps périscolaire. Comme chaque année. Comme chaque année, c'est une tradition. C'est une très bonne chose. Ouais. On peut passer au vote. Passe au vote. Abstention, contre, unanimité, merci. Merci. Point 26. Lettre de mission d'externalisation du chargé de coopération globale au collège coopératif dans le cadre de la CTG Vallée des Vaux Alpille. Sylvie, c'est toujours à toi. On fait une interrogation écrite de tous les acronymes qu'on aurait pu voir dans ma section. Dans le cadre de la convention territoriale globale 2022-2025 conclue entre toutes les communes du territoire de la CCGVA, Oreille et Galière, Fontvieille, Hauts-de-Provence, Masse-Blanc, Moussin-les-Alpilles, Mauriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Gré, Saint-Rémy-de-Provence, la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône et la Mutualité sociale agricole, une démarche d'externalisation du pilotage de la fonction de chargé de coopération globale avait été mise en place pour l'année 2025, année de renouvellement de la convention territoriale globale. Cette externalisation était principalement axée sur la démarche de diagnostic territorial. Forte de cette expérience, les communes souhaitent à nouveau externaliser la mission de pilotage de la coopération de la CTG pour la nouvelle convention 2026-2030
à hauteur de 0,5 équivalent temps plein, conformément au schéma de coopération validé par les communes et la caisse d'allocation familiale. La CTG 2026-2030 doit être fortement axée sur la mise en œuvre du service public petite enfance. Ainsi, la mission de pilotage devra intégrer cette nouvelle dimension et accompagner le territoire dans cette nouvelle compétence. Je donne lecture de cette lettre de mission valant cahier des charges qui a pour objet de définir les termes de la mission confiée au chargé de coopération globale du collège coopératif dans le cadre de la convention territoriale globale signée par la CAF, la MSA et les communes du territoire de la vallée des Baux-Alpilles. Cette mission concerne le pilotage de la démarche de coopération, animation du groupe projet et animation des dynamiques partenariales, l'accompagnement à la mise en œuvre du service public de la petite enfance et plus précisément l'analyse des besoins et la planification de l'offre. J'indique également qu'il convient de matérialiser cette action par une lettre de mission définissant les modalités de coopération, du financement et de la mise en œuvre du projet. Je précise les conditions financières de cette lettre de mission telles que la ville de Saint-Rémy-de-Provence assure le paiement de la globalité du reste à charge au collectif coopératif et émet ensuite un titre de recette annuel à l'encontre des communes. Des questions? Abstention, contre, unanimité, merci. Point 27, autorisation de paiement d'heures supplémentaires exceptionnelles. Monsieur le maire, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, comme chaque année, j'indique à l'Assemblée que les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux, heures au-delà du cycle réglementaire de travail, ont vocation à être indemnisées ou compensées, et ce, selon le pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Je rappelle les contraintes touchant l'organisation des fêtes estivales sur la commune, entre parenthèses et il en manque, et la nécessité de préserver à ces occasions de la sécurité et de la sécurité publique. Donc, proposer ce jour de délibérer afin d'accepter le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 25e heure pour les personnels subsidiés à l'occasion de l'exécution des missions mentionnées. Moi, donc en fait, de me donner la possibilité que nos agents qui font des heures supplémentaires puissent évidemment être rémunérés. Voilà. Autre chose, là, de 25e heure. 25e heure, Et pas de la 35e heure. Jusqu'à 25, c'est le mode, on va dire, normal, la rémunération des heures supplémentaires. Et au-delà de la 25e heure, il faut que ça soit un motif exceptionnel et qu'il y ait une libération du conseil municipal. C'est-à-dire qu'en cas, ils peuvent faire des heures supplémentaires jusqu'à la 25e. Après, il faut justifier pourquoi ils le font. En fait, de 1 à 25, il y a une délibération de la commune qui est relativement historique, qu'on appelle la libération sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, quelques heures supplémentaires, pour faire simple, et qui définit quel cadre d'emploi il a le droit et comment elles sont rémunérées. Et là, donc, on est sur un dispositif exceptionnel au-delà de la 25e heure. Et pourquoi il y a une différence entre d'habitude les heures sup, c'est à partir de 35 heures 35e heure? Alors non, dans le public. Alors dans le public, un temps plein, c'est déjà un temps complet, doit faire 1607 heures effectives par an. Et après, donc, les heures supplémentaires, de la première à la 14e heure, il y a un taux de majoration X, de la 15e à la 25e Y. Et donc après, là c'est au-delà des 25e heures. Après, c'est quand même sur des déclarations spéciales. Toujours à même taux de majoration. Au-delà de la 25e heure supplémentaire. Oui, c'est normal. Oui, après, il y a les majorations spécifiques, le dimanche, la nuit, les jours fériés, etc. Mais qui sont définies par les textes. On va passer au vote. Non, Et est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Allez, point 28, octroi, garantie d'emprunt, prêt, caisse des dépôts et consignation, COP, financière militaire, année opération, accession, BRS. Sébastien, tu as la parole. Alors, je rappelle à l'Assemblée que l'opération de lotissement le Clos des Platanes comporte un macro-lot destiné à la réalisation de 5 logements en bail réel solidaire. J'indique que nous avons été sollicités par l'organisme de foncier solidaire COP Foncière Méditerranée d'une demande de garantie à hauteur de 100% d'un emprunt d'un montant de 251 387 €, sur 80 ans, qu'il réalise auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
je propose de délibérer sur l'accord de la garantie à hauteur de 100% de la commune de Moissac-les-Alpilles pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 251 387 € souscrit par l'emprunteur auprès de la CDC selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de contrat de prêt numéro 185 966 constitué de une ligne de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 251 397 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Je précise que la garantie est apportée aux conditions suivantes. Elle est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la CDC, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Je précise que le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Et nous donnerons tout pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas compris grand-chose. En fait, ça concerne le Clos des Platanes et le bail réel solidaire. En fait, c'est un programme où le propriétaire n'achète que les maisons et pas. Oui, c'est pas comme le sol. un bail emphytéotique. Oui. Il achète sur 100 ans ou. Voilà. Et donc. Non. C'est Non, en fait, il achète juste sa maison et le terrain. Le bâti. Le bâti. Oui, le terrain ne lui appartient pas. Le terrain ne lui appartient pas. Non, c'est ça. Mais par contre, Oui. pour financer le projet, Oui. donc on est sollicité par l'organisme financier D'accord. pour qu'on puisse apposer une garantie bancaire. Si effectivement le propriétaire Oui. du bâti ne pourra pas payer, ben, c'est la commune qui prendrait en charge D'accord. les impayés. Ok. Le montant du prêt correspond à la totalité des 5 lots ou juste à un lot? C'est l'acquisition. Alors, le montant du prêt, c'est l'acquisition du foncier. D'accord. Parce qu'en fait, Grand Delta a acheté tout le foncier et il a revendu à un OFB, qui est une de ses filiales, pour réaliser l'opération de BRS, parce qu'il faut que ce soit un OFB pour réaliser l'opération de BRS. Donc ensuite, l'OFB, lui, il cède le bâti qu'il va construire, donc les 5 logements. Sur le foncier, il perçoit une redevance à vie, qui sera de l'ordre de 10 € à peu près le mètre carré par mois. Et donc c'est le foncier qu'il a acquis de sa maison mère Grand Delta. Et donc s'agissant d'une opération de logement social, elle est éligible au dispositif Caisse des dépôts, livret A, etc. La condition sine qua non s'agissant d'un logement social, c'est que la CDC et ses filiales prêtent à condition qu'il y ait une garantie à 100% sur une ou plusieurs collectivités publiques. Alors avant, il y avait le département notamment qui venait à l'époque où les logements étaient contingentés. Maintenant, les contingents n'existent plus. Donc sur cette petite opération-là, c'est uniquement les communes qui sont sollicitées pour garantir. Il y a des ratios prudentiels qui s'appliquent au mécanisme de garantie d'emprunt des communes. En matière de logement social, il y en a pas. Ok, non mais c'est clair, merci. Donc, y a-t-il des abstentions ou des contre? Donc, votez à l'unité, merci. Donc, point 29, désignation de représentants de la commune au Comité national d'action sociale. Alors, c'est Henri, mais sur le. Vous avez Sébastien en tant que rapporteur, mais c'est Henri qui va vous l'énoncer. J'ai indiqué à l'Assemblée que depuis 2012, par délibération 2012 3904 du 29 mars 2012, la commune adhère en ordonnance au Comité national d'action sociale. Je précise que le CNAS, Association loi 1909, propose une gamme de prestations d'action sociale couvrant l'ensemble des besoins potentiels des agents
Donc, point 30, acquisition de pièges à frelons, demande de subvention au conseil départemental 13. Donc, le rapporteur, c'est moi-même. Donc, je rappelle à l'Assemblée la démarche menée par la commune qui s'est matérialisée en premier lieu par l'adhésion au dispositif de lutte contre les frelons proposé par le département des Bouches-du-Rhône à la suite de la délibération votée afin de mettre en œuvre ce dispositif départemental. La commune a décidé d'envisager l'acquisition d'une trentaine de pièges de type reconnu pour leur efficacité dont le montant unitaire s'élève à 27,50 € hors taxe. Donc j'invite le conseil municipal à approuver ce coût prévisionnel et d'adopter un plan de financement provisionnel sollicitant les subventions du conseil départemental conformément aux engagements pris par l'intermédiaire de la convention conclue le 6 mai 2025. Donc, sur le devis de fourniture d'une trentaine de pièges s'élevant à 825 € hors taxe, le plan de financement prévisionnel ci-après, donc c'est le coût prévisionnel, donc toujours pareil, 825 € hors taxe. Subvention du conseil départemental, aide aux équipements pour la sécurité publique à hauteur de 70%, soit 577,50 €. Autofinancement de la commune de Mossane-les-Alpilles à hauteur de 30%, TVA insulte 247,50 €. Voilà. Qui question des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait, merci. Point 31, bilan annuel, cession et acquisition immobilière pour l'année 2025, c'est toujours pour moi. Donc, j'indique à l'Assemblée que conformément à l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, nous devons délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune en 2025. Donc, dans les cessions ou acquisitions d'immeubles, en cession, nous avons le 10 février 2025 sur la parcelle section D numéro 13665 1 avenue de Roquerousse à 13 520 Mossane-les-Alpilles pour la commune à la SCI du Lavoir au prix de 343 500 €. Donc dans les cessions, il n'y a aucune cession. Cession, dans les acquisitions, pardon. Il n'y a aucune acquisition. Donc c'était juste pour faire le vote. Si vous voulez savoir, c'est la blanchisserie, là où il y avait Suède. Voilà. Donc pour localiser le lieu. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Point 32. Approbation de convention commune conseil départemental de l'accès droit pour 2026. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle à l'Assemblée que lors de l'incidence du 7 décembre 2021, par la déclaration 21-12-02, a été décidé de conclure une convention entre la commune et le conseil départemental de l'accès au droit des Bouches-du-Rhône, CDAD, et de participer au financement de l'organisation de permanence dans les locaux de la France Service. Donc, je rappelle que la CDAD est placée sous la présidence du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, réunit différents acteurs qui œuvrent pour l'accès au droit dans le département. Le CDAD a pour mission essentielle de définir une politique d'accès au droit dans le département, de piloter et de coordonner les actions en matière d'aide à l'accès au droit. Son action se formalise notamment dans la mise en place de permanences au plus près des populations, et donc il y a lieu de signer à nouveau cette convention au titre de l'année 2026 afin de formaliser et préciser l'organisation des consultations juridiques gratuites à destination de la population de la commune dans la France Service, et donc le coût par an pour la commune pour 5 permanences est de 443,12 €. Voilà, en fait, les gens s'inscrivent et comme ça ils peuvent avoir des aides juridiques. Donc c'est 5 permanences par an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça dure combien de temps la permanence? Selon l'entretien, ça je ne sais pas. Et ça se fait où? Ça se fait où? À la France Service. Non, mais je suis Dans la France Service. Maison France Service. À la poste. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci.
Merci bien. Donc, point 33, acquisition de défibrillateurs, demande de subvention à l'État au titre de la DSIL ou DETR. Dominique, tu as la parole. Alors, je rappelle à l'Assemblée l'intérêt de disposer sur le territoire communal de défibrillateurs et les obligations en la matière concernant les établissements recevant du public. Afin de renouveler et renforcer le parc disponible, je propose d'acquérir 12 défibrillateurs pour un coût global de 12 210 € hors taxe, donc fourniture et pose, et de solliciter de l'État une subvention à hauteur de 50% de ce montant. Donc, je vous propose donc l'acquisition et la pose de ces 12 défibrillateurs pour un montant hors taxe de 12 210 €, d'adopter le plan de financement prévisionnel, c'est-à-dire acquisition et pose de 12 défibrillateurs pour 12 206 €, subvention de l'État, donc DSIL et DETR 50%, 6 105 €, et autofinancement de la commune de Monserne-les-Alpilles, 6 105 € TVA ensuite. Voilà, de solliciter donc la demande de subvention correspondante et de pouvoir additionner pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui a des questions? Combien estimez-vous le maintien en condition, la maintenance? Il y a un abonnement ou c'est compris dans le prix d'achat? C'est compris dans le prix d'achat. Très bien. En plus, ils sont reliés, c'est-à-dire que maintenant, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont directement reliés à l'organisme. C'est-à-dire que si ils sont vérifiés le lendemain et tombent en panne, etc., dans les cas, on sait. D'accord. C'est très intéressant. Il n'y a rien de pire que d'avoir un défibrillateur en panne. Bien sûr. Sur un défibrillateur et qui ne fonctionne pas. Donc le fait qu'il soit connecté est quand même un réel Bien sûr. pour la population. Tout à fait. Ah ouais, avant c'était une fois par an, mais au bout de 3-4 mois, il peut tomber en panne dans la maison. Oui, maintenant. Mais maintenant, c'est obligatoire. Donc, je reprends donc qui des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci à l'unanimité. Bien, merci Dominique. Point 34, mission de maîtrise d'œuvre, réaménagement du chemin de la Pinède, demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du FDAL. Patrick, tu as la parole. Je rappelle à l'Assemblée la démarche menée par la commune en matière de mobilité et déplacement qui s'est traduite à ce jour par l'adoption par délibération numéro 2024-12-09-24 du 9 décembre 2024 de fiches actions sur les voies structurantes de la commune. Je rappelle à l'Assemblée que les aménagements prévus par la fiche action relative au chemin de la Pinède dans sa globalité, de son intersection avec la RD 17C au sud jusqu'à son intersection avec l'avenue de la Vallée des Baux au nord, peuvent être mis en œuvre et que par délibération numéro 2025-0226-10 du 25 février 2025, une subvention avait été sollicitée auprès du conseil départemental 13 pour financer la mission de maîtrise d'œuvre. J'indique à l'Assemblée que la dite demande n'ayant pas reçu de réponse au 31/12/2025, il convient donc de la réintroduire au titre de l'année 2026. Donc, le plan de financement de cette action et coût de la mission complète 32 000 €. Subvention conseil départemental VDAL, c'est-à-dire Fonds de développement d'aide au développement local, non, Fonds départemental d'aide au développement local est de 60% pour 19 200 €. Autofinancement de la commune, 40%, TVA en supplément de 12 800 €. Donc, je vous demande l'accord de valider cette demande, renouvellement de demande de subvention. Des questions? Oui, vous parlez de demande de subvention. C'est spécifique au chemin de la Pinède ou, Oui. Oui. Vous n'avez pas eu de réponse, donc depuis... Elle est spécifique, celle-là, au chemin de la Pinède. Ok, d'accord. C'est bon. Qui est contre? S'abstient? Unanimité, merci. Bien, merci Patrick. Point 35, rénovation thermique et énergétique, logement à brésilienne, demande de subvention au conseil départemental 13. Henri, tu as la parole. Je rappelle à l'Assemblée les caractéristiques des 4 logements du petit collectif, la brésilienne, et les enjeux de rénovation qui s'y attachent. Je
Non. Merci. Bien, merci Henri. Point 36. Travaux de jonction du chemin de Mérigot. Demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Patrick, tu as la parole. Je rappelle à l'Assemblée la configuration du chemin de Mérigot qui comporte une portion non carrossable. C'est pour ceux qui connaissent. C'est le chemin de Mérigot, c'est le chemin qui part après la rue venue Charles-Briot, qui monte comme ça, et quand il revient, il y a une partie qui est dans la partie Jean-Marie Cornille, et il y a une partie qui était moitié privée, moitié chemin, un petit chemin sur 1 mètre, et donc on a, ce que je veux vous dire là, on a pu racheter la partie pour faire la jonction entre les deux, c'est ce dont on va parler. Donc j'ajoute que le propriétaire de l'emprise nécessaire à la jonction des deux parties est d'accord pour la cession nécessaire, et ce, à titre gracieux. Le coût estimé pour ces travaux de jonction s'élève à 83 835 € hors taxes et a fait l'objet par délibération numéro 2025-02-2602 du 26 février 2025 d'une demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. J'indique que la demande n'ayant pas reçu de réponse au 31/12/2025, il y a lieu de la réintroduire au titre de l'année 2026. Je précise donc que je demande donc l'autorisation de dire au maire pour signer cette demande de subvention. Dans le couple prévisionnel est le suivant. Projet 83 835 €, subvention départementale 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité 70%, 58 684,50 €, autofinancement de la commune de Mont-Saint-des-Alpilles 25 150 €, 50 centimes, TVA en sus. Voilà. Des questions? Qui est contre? En fait, juste pour la petite histoire, en fait, ce bout de route qui n'a pas été fait, c'est qu'à l'époque, la propriétaire, qui malheureusement est décédée depuis, ne voulait pas nous le céder. C'est vrai que c'est pas nous, donc on a fait tout le tour, plus l'autre partie, sauf devant, et effectivement maintenant, il y a 2 nouvelles constructions qui, au juste titre, demandent que ce soit fini. Et 14, le problème de numérotation. Oui, ça a vu poser. Je vois pas ce que tu veux dire. Je connais, j'ai eu. Merci. Unanimité, merci. Bon, point 37. Travaux d'aménagement aux arènes municipales. Demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité. Patrick, c'est toujours toi. J'indique à l'Assemblée qu'il a lieu de procéder à la réalisation de divers travaux de sensibilisation et de remise aux normes afin de se conformer au règlement de la Fédération française de la course camarguaise, FFCC, aux arènes municipales. Le coût estimé de cette opération s'élève à 93 450 € hors taxes. Je rappelle que par délibération numéro 2024-12-09-20 du 9 décembre 2024, le conseil municipal avait sollicité du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité. Cette demande déposée en 2025 est à rester sans réponse au 31/12/2025. Il convient de la réintroduire pour l'année 2026. Le plan de financement je rappelle le plan de financement de cette opération, coût prévisionnel 93 450 € hors taxe, subvention conseil départemental 13 au titre des aides aux travaux de proximité, 70% plafonné à 85 000 €, c'est-à-dire une subvention demandable 59 500 €, autofinancement de la commune de Mont-Saint-des-Alpilles de 33 950 € hors taxe TVA en sus. Voilà. Donc je vous demande l'autorisation de relancer cette demande de subvention, sachant que les travaux concernés par ce montant-là, pour rappeler pour les gens qui étaient là l'année dernière, c'est la réfection un peu d'une structure de du portail d'entrée des taureaux, vestiaire, infirmerie. Et toi, Vestiaire et toilette. Et accès PMR, voilà. Des questions? Contre? Abstention? Unanimité? Merci. Point 38. Mise en service de la fontaine et des lavoirs. Demande de subvention du conseil départemental 13. Patrick.
Je rappelle au conseil municipal la nécessité de combiner la mise en valeur et le fonctionnement du patrimoine bâti de la commune en lien avec l'eau, avec la tout aussi impérieuse nécessité de veiller à la préservation de la ressource en eau. Je précise que dans cet objectif, la commune souhaite pouvoir redémarrer la mise en eau de la fontaine des 4 saisons, du petit lavoir et du grand lavoir dans les meilleurs délais, mais en installant des dispositifs de circuit fermés permettant l'optimisation de la gestion de la ressource en eau. Je précise au conseil municipal que le bureau d'études BE2L a établi un dossier d'avant-projet pour un coût prévisionnel de 92 200 € hors taxe, auquel il convient de rajouter 10% d'aléas et prestations non prévues qui en découleraient sur un coût estimatif à ce stade arrondi à 100 000 €. Je rappelle au conseil municipal que par délibération 2025-01-16-05 du 16 janvier 2025, le conseil municipal avait sollicité une aide auprès du conseil départemental. Je précise que celle-ci étant restée sans réponse au 31-12-2025, il convient de la réintroduire au titre de l'année 2026. Donc, je vous demande de valider cette demande de subvention. Donc, le plan de financement s'oriente ainsi. Coût prévisionnel du projet 100 000 €. Subvention conseil départemental, trêve dispositif exceptionnel pour les économies d'eau, 80%, soit 80 000 €. Autofinancement commune de Montagne-les-Alpilles, 20 000 € plus TVA. Donc, ces trois opérations sont des circuits fermés pour chacune pour les deux lavoirs et la fontaine. Autrefois, c'était relié, on consommait de l'eau de vie, donc on avait arrêté ça en 2023 puisqu'il y avait pas diminué le rideau et enfin de rentrer dans les économies d'eau. Donc là, on a pris la décision de les faire en circuit fermé, de relier les deux lavoirs et la fontaine aurait coûté beaucoup plus cher que de faire des circuits fermés. D'accord. Voilà. D'autres questions? Ce qui est incroyable, c'est que, tous autant qu'on en est, c'est que jusqu'en 2022, avant qu'il y ait la sécheresse 2023 et donc l'arrêt du préfet pour qu'on stoppe l'eau, l'eau avant de la fontaine, du grand lavoir et du petit lavoir, bon ben après l'assainissement finissait à la mer. C'est ça qui est un peu fou, c'est-à-dire qu'on avait l'eau, on en avait, maintenant c'est devenu une matière précieuse. Et des lavoirs, etc., à l'origine, je parle de temps anciens, il n'y a jamais eu de sources, etc., qui ont alimenté. Non, parce que ça se passe dans certains villages. Oui. Et autrefois, ils étaient reliés. Là, c'était relié à la fontaine. La fontaine, c'était le surplus de la fontaine qui allait sur le grand lavoir. La seule fontaine où il y avait l'eau qui arrivait dans le vieux Mossad, c'est la fontaine qui est au petit lavoir, qui était, c'était le docteur Quenin à l'époque, donc un 17 ans, je ne sais pas qui avait fait cette fontaine pour que les gens aient l'eau à cet endroit. Et au début, il n'y avait que la fontaine et après, il y a eu le lavoir. C'est pour ça que je parle que de la fontaine. Voilà. Pour répondre à ta question. Il y avait une épidémie de choléra. Qui s'inquiète, c'est ça, unanimité. Merci. Bon, point 39. Installation d'équipement de vidéoprotection phase 2. Demande de subvention à l'État au titre de la DETR et au Conseil départemental 13, rapporteur moi-même. Donc, je rappelle à l'Assemblée la démarche menée par la commune qui s'est matérialisée en premier lieu par la réalisation d'une étude de définition des besoins effectués par le bureau d'études N6. Voilà, non, les pas là. Afin de mettre en œuvre les besoins identifiés et scindés en 3 phases, la commune a désigné un maître d'œuvre le bureau d'études Internet qui, en phase AVP, a estimé le coût prévisionnel de la phase 2 à 134 420 € hors taxe pour l'équipement de 14 points correspondant à des équipements publics communaux en vidéoprotection. J'invite le conseil municipal à approuver ce coût prévisionnel de la phase 2 et à adopter un plan de financement provisionnel sollicitant des subventions de l'État et du conseil départemental. On adopte le plan de financement provisionnel SIAP. Coût prévisionnel phase 2, 134 420 € hors taxe. Subvention État DETR 30%, soit 40 326 €.
Subvention du conseil départemental, aide aux équipements pour la sécurité publique à hauteur de 50%, soit 67 210 €. Autofinancement de la commune de Mossane-les-Alpilles à hauteur de 20%, TVA 26 884 €. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on en est oui. De la phase 1. La phase 1, on y est. Oui, il a commencé les travaux. Oh, ça va démarrer là. On attend tous les jours, mais bon, on va dire que courant mai, ça va démarrer. D'accord. Voilà. Là, il y a eu une réponse du département. Positive ou pas. Ou deux, la première tranche. La première tranche, on a eu la subvention. C'est pour ça qu'on a lancé les travaux. Et là, pour continuer la deuxième tranche, on fait la demande de subvention pour qu'à nos partenaires de retour, on puisse faire la deuxième tranche. Voilà. Et pour tout vous dire, il y aura une tranche 3. Avec d'autres peut-être en partenariat. Bien, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Alors, point 40. Désignation du représentant de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, de la communauté des communes Vallée des Beaux-Alpilles, CCDBA. Monsieur le maire. Oui, merci, Monsieur le Président. J'indique à l'Assemblée qu'en application des dispositions de l'article 1609 de l'IC-4 du Code général des impôts, par délibération numéro 45-2026 du 17 avril 2026, la CCDBA, les communes Vallée des Beaux-Alpilles, a créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges composée de 10 membres et dans laquelle chaque commune doit disposer d'un représentant. À la demande de la CCDBA, la commune de des Beaux-Alpilles, nous devons procéder à la désignation d'un représentant du conseil municipal à la commission. Et donc, je me propose Jean-Christophe Carré, maire, afin de siéger à la dite commission. Donc, si vous voulez, on peut voter à main levée, ou si vous ne voulez pas, on vote avec un secret. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes contre qu'on vote à main levée? Non, personne n'est contre. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que ce soit moi, Jean-Christophe Carré, qui siégera à cette dite commission de la paix? Je vous en remercie. Merci. Donc, point 41. Désignation du directeur des régies en charge de la gestion de la compétence tourisme et de l'exploitation du camping des Romarins. Christine. Oui, alors ce point en fait découle du fait que nous avons cédé la régie qui gérait donc avant le camping et l'office de tourisme. On l'a scindé en deux régies. Donc, je rappelle à l'Assemblée la délibération du 2 avril 2026 portant création d'une régie dotée de la simple autonomie financière en charge de la gestion de la compétence tourisme, dont la gestion d'un office de tourisme, et les délibérations du 9 février 2026 et du 2 avril 2026 portant modification du statut de la régie en charge de l'exploitation du camping municipal. Et je vous indique qu'il y a donc lieu de proposer la désignation de la personne en charge de la direction de ces deux régies. Et pour ce faire, donc, vu la proposition de M. le maire, je vous propose de nommer Mme Sylvaine Béliomard, attachée territoriale titulaire, à mi-temps sur la direction de chacune des deux régies. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un vote à main levée? Oui. Donc, je vous propose de désigner en qualité de directrice de la régie dotée de simple autonomie financière en charge de la gestion de la compétence tourisme, office de tourisme, activité de service public administratif, Mme Béliomard Sylvaine, à hauteur de 50% de son temps de travail, et de désigner en qualité de directrice de la régie dotée de simple autonomie financière en charge de l'exploitation du camping de Romarin, activité de service public industriel et commercial, toujours Mme Béliomard Sylvaine, attachée territoriale à hauteur de 50% de son temps de travail. Et je vous précise que sa rémunération sera celle afférente à sa situation statutaire, complétée de l'attribution du RIFSEP selon les conditions définies par délibération. Voilà. Est-ce que mes explications préalables vous ont suffi? Vous avez besoin d'autres compléments? Bien. Il faut
faut le voter. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Unanimité. Merci Christine. Bien, bon, mais tous les points de l'ordre du jour ont été traités. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses? Est-ce qu'il y a... Moi, je voulais juste savoir si le Club Taurin vous avez envoyé le mail, comme quoi ils ne veulent pas On s'occuper. t'entend pas, Lucie. Si le- tu parles plus. Savoir si le Club Taurin avait envoyé l'email pour dire qu'il ne voulait pas s'occuper du repas du 14 juillet. Pas un autre. Non. J'aurais fait savoir, ils doivent l'envoyer incessamment sous peu. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le font pas. Ah, ils le font pas? Ah non, c'est sûr et certain. Et comme je le rappelle, ils ne le font pas, mais moi, ils me font un mail. Voilà, On est bon c'est pour, c'est pour ça que je leur ai dit d'envoyer un mail Oui, parce que tant que vous n'avez pas le mail, vous ne pouvez pas engager. Non, Bien sûr. C'est pas officiel. c'est pas officiel. Ouais. De la part du Club Taurin, ça veut Ouais. dire. Après, ils m'ont dit qu'il n'avait pas mis sur le programme, il n'avait pas programmé. Oui, mais Il faut le mail, il faut que ce soit officiel. Pourquoi ils ne le font pas? Ah ben, ça leur importe, c'est une association. Ça, c'est une association, ça leur importe. Hein. La dernière année, c'est On n'a pas la Saint-Géré dans les associations. Dieu merci. il y aurait du boulot. Ah, c'est bien pour ça. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, et juste là, j'ai vu passer un appel d'offres pour de la signalisation verticale et horizontale. Ça recouvre à quoi? Ouais, c'est tout ce qui est matérialisation ou au sol par les passages piétons, les bandes de stop, balises, tout ça. Et après, horizontal, les panneaux, les stops, Ok. ça implique tout ce qui est signalétique, quoi. Ok, d'accord. Rien de plus sur le menu de la vallée des Vaux, rien de Ben, spécial. pour le moment, il peut y avoir peut-être un passage piéton qui... Parce que là, on va peut-être avoir une réflexion sur l'emplacement de certains passages piétons, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une place de stationnement à moins de 5 mètres. Donc, il va falloir qu'on aille prendre des mesures pour voir s'il y avait l'existant, il ne faut pas décaler. Voilà, tout simplement. C'est surtout un marché à bonne commande Oui. pour qu'on puisse travailler facilement. Parce qu'il y a une mesure à faire, on ne va pas de moi changer. D'accord, mais On n'est pas, mais c'est un marché à bonne commande. Ok, mais c'était juste pour le périmètre du marché, donc c'est bon. Mais c'est sur l'ensemble de la zone urbaine. Ok. Mais ça, on en parlera en commission. En commission, on en reparle. Ça marche. Mais c'est des marchés à bonne commande pour faciliter le fonctionnement. Oui, des petites, repeindre les passages piétons, les machins. Ok. C'est un marché spécial. Toujours dans le droit de la gestion publique, à partir du moment où on n'a pas délibéré, on n'a pas un marché public sur ce que l'on veut, on ne peut pas commander. Si demain on a un panneau qui se casse la figure et qu'on veut le changer, si en amont on n'a pas travaillé pour déterminer une entreprise qui nous a fait des propositions de panneaux, on ne peut pas les commander. Donc on a besoin de savoir l'entreprise X qui sera choisie, et quand on aura besoin, on le commandera des panneaux. Merci bien. Merci pour tout. J'ai une dernière question. J'ai vu le portail là devant le terrain de chez Germaine avec le gros bloc de pierre. Oui. Vous aviez peur qu'il y ait des gens qui rentrent? Alors c'est pas nous, nous on n'est pas propriétaires du terrain, alors après c'est l'EBF, établissement public foncier, donc c'est eux qui ont peur qu'il y ait des gens qui rentrent. Il y a des gens, des gens du voyage qui viennent s'installer? Par exemple, je pense. Il y a des chances. Ou une oreille partie. donc, les 3 partenaires qui avaient, ça suffit. Oui, je pense que c'est pas. S'il va avoir des dégâts. Peut-être ici, comme ça, Oui, peut-être ici, comme ça. Ou une oreille partie. S'il y en a un qui sait. On va essayer de clôturer. Est-ce que les questions sont terminées? Oui, bien sûr. Bon, mais parfait. Donc on va clôturer le conseil municipal à 19h51. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci. Merci.